Bonjour tout le monde, mon Mélodie et bienvenue. On va attendre quelques minutes, comme dans tout début de webinaire, laisser les gens arriver. Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci beaucoup d'être là. On se donne encore 2-3 minutes pour laisser arriver les gens. Je vous souhaite bon appétit si jamais il y a un repas qui vous accompagne. Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci beaucoup d'être là. On se donne encore peut-être une petite minute là, avant de débuter le webinaire. Ce ne sera pas très long. Donc, bonjour tout le monde à nouveau. Je sais que les gens continuent d'arriver tranquillement. C'est l'heure du midi. Vous avez peut-être terminé une réunion tout juste avant. Merci beaucoup de prendre du temps ce midi pour participer à ce webinaire. Je m'appelle Laurence Deschamps-Léger. Je suis co-coordonnatrice du Forum sur les systèmes alimentaires territoriaux, le Forum SAT. Ça me fait très, très plaisir d'être ici aujourd'hui là, pour parler de maillage avec trois interlocuteurs. Oui, bonjour. Vos micros et caméras peuvent être ouvertes, donc je vous invite à les fermer d'ailleurs. C'est un bon test, un, deux, un, deux. Surtout vos micros, en fait, que vous pouvez fermer là, pour la durée du webinaire, puis on pourra évidemment les ouvrir vers la fin pour la période de questions. Donc, merci beaucoup d'être là, je le disais, et peut-être quelques petites consignes techniques justement avant de débuter officiellement. Ce webinaire est donc enregistré. Vous pouvez éteindre vos caméras si vous le souhaitez ou les garder ouvertes, c'est vraiment à votre discrétion. Les micros, on vous invite à les garder fermés pendant le webinaire et vers la fin,
on aura une période de questions. D'ailleurs, vos questions, si vous le souhaitez, pendant les discussions ou les échanges, vous pouvez les inscrire dans le bloc Q et R qui est dans le haut, le menu du haut là, de votre écran, ou en levant la main quand on sera rendu à la période d'échange vers la fin du webinaire. Donc, c'est important pour nous de commencer ce webinaire-là en faisant une reconnaissance territoriale. L'équipe du Forum SAP, dans le fond, est installée à Montréal. Mooniyang pour les Anishinaabe, qui se traduit par la première étape, ou Tiotiake pour les Kanien'kehá:ka de la nation Mohawk, qui signifie là où les bateaux et les rivières se rencontrent. Donc, c'est ces deux termes qui nous rappellent que Montréal est un lieu de rencontre historique pour vraiment de nombreuses nations. Puis au Forum SAT, on reconnaît cette histoire-là, puis on reconnaît les contributions essentielles des premiers peuples au système alimentaire, notamment comme gardiens-gardiennes de la biodiversité. Puis on reconnaît aussi pleinement leur droit à la souveraineté alimentaire. La carte que vous voyez, d'ailleurs, elle a été prise sur le site Native Land, qui est très intéressant pour voir les nations qui ont habité ou qui habitent encore le territoire. Donc, je vous invite à la consulter si vous ne l'avez jamais fait. Pour le déroulement de notre webinaire aujourd'hui, ben, ça va être un peu en trois sections. Donc, d'abord, un bref mot sur le Forum SAP, mais sur la démarche d'identification des maillages aussi, là, qui nous permet de nous réunir aujourd'hui. Une présentation puis des échanges avec nos trois intervenantes, évidemment, qui vont suivre et qui vont venir incarner cette démarche-là. Et on va, ben, comme je le disais, terminer avec une période de questions avec vous. Donc, n'hésitez pas à réfléchir à vos questions aussi là, en cours de route. Donc, on y va, on plonge. Un petit mot, un bref mot sur la démarche du Forum SAT que vous connaissez peut-être déjà. La mission du Forum est de favoriser la concertation des systèmes alimentaires territoriaux au Québec. Nous sommes une démarche de mobilisation puis de concertation à l'échelle nationale, donc des acteurs, actrices à la fois des territoires, mais aussi d'organisations puis de réseaux sectoriels et intersectoriels et en accompagnement et en recherche. Donc, beaucoup de gens, c'est un riche et large écosystème, mais qui travaillent tout ensemble à renforcer les systèmes alimentaires territoriaux. Ce que vous avez devant vous, c'est des fondements, donc notre mission, notre vision qu'on est venu clarifier et consolider là, dans la dernière année et demie avec nos partenaires. Fait que je trouvais ça intéressant et important de les mettre ici aujourd'hui. Et ce que vous avez plus vers la droite de l'écran, ben, c'est trois orientations qui vont guider la première planification stratégique du Forum SAT qui est amenée à être mise en œuvre là, dans les prochaines années. Donc, voilà, j'en reste là pour aujourd'hui parce que ce n'est pas le centre de notre discussion. Si jamais vous voulez en savoir plus, ben, je vous invite à vous inscrire à l'infolettre ou à même devenir membre. C'est gratuit, puis ça permet des fois d'avoir là, les détails de ce qui se passe au sein de la démarche. Donc, pour commencer cette discussion-là, puis aller un petit peu, établir un peu une base en début de rencontre, même quand on travaille depuis un certain moment au cœur des systèmes alimentaires, c'est intéressant de se rappeler une définition, se donner une base commune. La définition d'un SAT qu'on a ici, elle a été construite avec des partenaires aussi dans la dernière année et demie. Elle n'est pas parfaite, mais elle vise à incarner un peu l'aspect intersectoriel puis l'aspect la complexité des SAT. La première partie de la définition, ben, elle est plus descriptive. Là. Dans le fond, on parle vraiment de l'ensemble interrelié des acteurs de différentes activités puis de différents domaines qui sont ensemble et qui travaillent ensemble dans un territoire donné. Mais ce qui est intéressant aussi de cette définition-là, c'est qu'elle est accompagnée d'objectifs, un peu du comment ce qu'on souhaite réaliser au sein des SAT. Évidemment, chaque SAT a ses objectifs, ses priorités à l'image du territoire. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait quand même des objectifs habituellement partagés par beaucoup d'initiatives et de gouvernance SAT, donc qui s'appuient sur une gouvernance collaborative pour travailler ensemble à renforcer l'autonomie alimentaire, puis garantir un accès à une alimentation saine et durable pour tous et toutes, puis tout ça dans une perspective de transition sociale et écologique.
Donc, cette base-là, elle nous sert à tous les jours, puis c'est un rappel important de ce pourquoi on travaille. Euh, donc, on voulait juste prendre un moment pour regarder ça ensemble. Et puis, elle nous a aussi servi, cette définition-là, au sein de la démarche d'identification des maillages. Elle se retrouve d'ailleurs dans le guide CSRI qui est issu de la démarche qui nous permet de se réunir aujourd'hui. Donc, ce que vous avez à l'écran, c'est la couverture du guide CSRI, le maillage pour renforcer les systèmes alimentaires territoriaux. Et puis, ben, je voulais prendre un moment peut-être pour vous expliquer un petit peu le contexte de cette démarche-là, un peu la méthode, mais le gros du contenu et de la discussion, on va la faire avec nos trois intervenantes aujourd'hui. Donc, ben, et puis, je tiens à remercier là, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie qui a permis là, de réaliser cette démarche-là, puis qui a rendu possible aussi là, la création du guide dont il est question. Euh, vous serez peut-être curieuse d'aller le découvrir sur notre site web, mais je vous invite à faire ça peut-être après le webinaire et pour pas vous laisser distraire. Mais c'est un outil qui, on le souhaite, là, peut vraiment aider à inspirer puis comprendre la valeur ajoutée des collaborations intersectorielles qui sont vraiment au cœur du travail que vous faites, là, probablement beaucoup d'entre vous, donc au cœur des SAT. Parce que pour prendre un petit pas de recul, dans le fond, cette démarche-là, elle est née d'un constat que les initiatives alimentaires au Québec sont très nombreuses et que les maillages entre les secteurs, entre les territoires sont aussi nombreux puis sont au cœur de ces initiatives-là. Donc, on souhaitait mieux les comprendre, comprendre un peu comment les initiatives se connectent entre elles, mais aussi ce qui rend un maillage gagnant, à la fois les conditions gagnantes et les freins. Euh, Puis aussi d'essayer d'identifier ces maillages-là et de voir s'il y a des initiatives ou quelles sont les initiatives qui sont prêtes peut-être pour la mise à l'échelle aussi, parce on le sait qu'il y en a. Donc, comment on a fait ça? Ben, après un appel d'intérêt là, auprès des différents acteurs, actrices de notre réseau, on s'est regroupé une vingtaine de participants de 7 régions différentes, mais aussi des 7 régions ou territoires différents, mais aussi des acteurs, actrices avec des expertises plus sectorielles ou intersectorielles pour créer un groupe de travail dont l'objectif était d'aller identifier ces maillages-là. Puis l'exercice n'était pas le but n'était pas d'être exhaustif dans l'identification, c'était pas de faire un répertoire là, de tous les maillages qui existent, mais de faire ressortir ceux qui existaient au sein des territoires des participants, d'en discuter, de rassembler aussi là, les bonnes pratiques qui émergeaient des discussions. Donc, on s'est rencontrés plusieurs fois en ligne, puis en personne entre l'automne dernier et le printemps dernier. Puis j'en profite d'ailleurs pour remercier là, tous les participants du groupe de travail qui ont offert de leur temps puis de leur connaissance à cette réflexion-là qui a été très riche, puis qui a permis de créer le document là, qui est maintenant disponible, ce guide tissé serré. Donc, très rapidement, encore une fois, puis je vais simplement poser ici la définition dont on s'est doté là, par rapport au maillage. Comme on le dit, c'est au cœur des SAT. Les maillages, c'est des mises en relation intentionnelles entre les acteurs, les actrices de différents secteurs, domaines ou territoires. Puis, ce qui est particulier, c'est que ces acteurs-là, c'est pas banal, ils partagent un intérêt commun à travailler ensemble pour répondre à un besoin ou atteindre des objectifs spécifiques. Puis, ben, ça peut prendre différentes formes. Donc, ça peut être à la fois des relations, des projets, des ententes ou des instances de gouvernance, pardon, qui ne pourraient pas exister sans cette collaboration intersectorielle. Donc, on parle vraiment de briser les silos puis de répondre de façon innovante et efficace aux enjeux là, des territoires. L'image que vous voyez à droite, d'ailleurs, incarne un peu cette idée de maillage au sein des SAT.
dans le guide, vous retrouverez aussi, puis je vais y aller brièvement parce qu'on va ensuite plonger dans les sujets avec nos intervenantes, mais ce qu'on a fait, c'est qu'avec cette liste de maillages-là, on est allé identifier des formes de maillage clés qui ressortaient de nos discussions, puis vous les avez là devant vous, c'est une partie du guide. Donc, on a été un peu développé regrouper certaines des initiatives sous certaines formes de maillage. On a aussi approfondi certaines initiatives porteuses au sein du guide, dont 3 qui sont avec nous aujourd'hui. Je pense qu'une des valeurs ajoutées du guide, c'est la discussion sur les conditions favorables, parce que ça, c'est l'environnement dans lequel travaillent les participants au groupe de travail dans lequel vous travaillez. Qu'est-ce qui fait dans le contexte, autant sur le plan relationnel, le plan structurel. Donc, il y a différentes dimensions à ces conditions favorables-là, ce qui fait que les maillages émergent, mais aussi qui durent dans le temps. On a évidemment parlé des défis et des pistes d'action aussi, puis ça, on va en parler aujourd'hui avec nos intervenantes. Donc, sans plus tarder, j'arrive à vous, mesdames. Euh, et puis, ben, dans le fond, l'idée, c'est de vous laisser la parole, Andréane, Sylvie et Fatma, pour en savoir plus sur vos parcours puis vos initiatives. Euh, Ça va être un exercice de concision parce que c'est des initiatives qui ont plusieurs dimensions puis qui sont difficiles à résumer en quelques minutes, mais on va y arriver puis on pourra approfondir aussi plusieurs dimensions dans nos discussions par la suite. Donc, Andréane Sabourin, agente de développement rural à la MRC de Papineau, en Outaouais, et coordonnatrice de l'AgroLab Petite Nation. Sera suivie de Sylvie Chamberlain, co-directrice du Carrefour solidaire, porteur de la carte proximité. Et ensuite, on entendra Fatma Aloui, chargée de projet en alimentation au réseau régional en alimentation communautaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le RAC, qui est porteur du projet Espace CT, donc Espace collaboratif de transformation alimentaire. Donc, Andréane, je te passe la parole. Bonjour. Alors, ben, comme on a dit tantôt, mettre le micro devant la bouche. C'est parfait. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de venir vous présenter l'AgroLab Petite Nation. Si je me présente rapidement, moi, ça fait environ 8 ans que je travaille à la MRC de Papineau et j'ai un parcours en animation de groupe, en production horticole et à travers tout ça, dans le cadre de mon emploi, j'ai fait aussi une maîtrise en sécurité alimentaire. Donc, je touche à plusieurs domaines liés à l'alimentation. Euh, L'AgroLab Petite Nation, qu'est-ce que c'est? Je pense que tu peux changer de diapositive, Laurence. Ah oui, premièrement, où est-ce que ça se situe? Je suis dans la MRC de Papineau, en Outaouais, puis je pense que ça a quand même une importance. On est une MRC très rurale, située entre les pôles de Montréal, Ottawa-Gatineau et Mont-Tremblant. Donc, on pourrait dire qu'on est périurbain, très rural, mais en même temps extrêmement proche de, des différents pôles urbains. Donc, ça fait quand même une dynamique qui est particulière avec beaucoup de navetteurs, navetteuses, certains enjeux au niveau des déserts alimentaires, au niveau de l'accès à l'alimentation, puis des grandes disparités économiques, entre autres, entre les gens qui navettent et les gens qui restent sur place, mais aussi beaucoup d'opportunités économiques pour les productrices, producteurs agricoles, parce qu'on a des gros marchés de population à proximité. Donc, en 2020, on a tenu un forum dans la MRC de Papineau sur l'agriculture et l'alimentation où on a identifié plusieurs enjeux liés à notre système alimentaire. Et de 2020 à 2022, on a élaboré ce qui est devenu l'AgroLab Petite Nation, qu'on dit
qui est un laboratoire vivant qui vise à expérimenter des façons de développer un système agroalimentaire durable dans la MRC de Papineau. Comment on fonctionne? En gros, c'est une démarche de mobilisation du milieu. Ça a parti d'un comité qui est un comité intersectoriel qui pilote l'AgroLab. Donc, au sein de ce comité-là, on a des représentants de différents ministères, dont le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, le MAMACH, le ministère des Affaires municipales de l'Habitation, le CIS, le Centre intégré de santé et services sociaux. On a quelqu'un de l'UPA. On a 3 productrices et producteurs agricoles autour de la table. On a la table de développement bioalimentaire de l'Outaouais. On a des élus, on a des employés de la MRC, on a un organisme communautaire en sécurité et autonomie alimentaire, un organisme communautaire en environnement. Donc, on essaye de ratisser très large à la base. Après ce comité-là, on a des rassemblements annuels qui permettent de faire émerger des projets et qui permettent aux gens de se connaître, de se réseauter et d'interagir les uns avec les autres pour développer des projets et commencer la mise en œuvre. À côté de tout ça, on a un fonds qui s'appelle le fonds AgroLab en action, avec lequel on a 1 million de dollars pour mettre en œuvre les projets issus de la concertation. Donc, c'est un très, très gros projet qu'on mène depuis, justement, on l'a lancé officiellement à l'été 2022, l'AgroLab. Et pour l'instant, on a 5 projets qui sont soit en cours, soit terminés. Et ce qui est particulier avec l'AgroLab, je pense, c'est que c'est vraiment une démarche de gouvernance territoriale pour développer un système alimentaire durable. Oh! Donc, cette démarche de gouvernance-là nous permet vraiment de créer des liens à différents niveaux. Le comité, c'est un comité intersectoriel qui noue des liens, qui pilote la démarche. Les rassemblements annuels qu'on appelle la mijoteuse. La mijoteuse, c'est un rassemblement vraiment là, où on a à peu près une centaine de personnes à chaque année. Et à travers ça, il y a aussi de la mise en lien des porteurs et porteuses de projets avec beaucoup de co-développement avec des projets qui se bonifient entre eux parce qu'à tous les 2 mois, les porteurs et porteuses de projets, il y a des 5 à 7 avec eux et moi pour vraiment apprendre à se connaître puis développer des projets ensemble. Et on le voit justement, il nous reste un peu de fonds encore pour des projets et il y a des projets qui sont développés entre les porteurs actuels et d'autres acteurs. Donc, ça devient de plus en plus des projets qui ratissent très large et qui impliquent plusieurs acteurs différents. Donc, on voit que la structure qu'on a mis en place permet vraiment de créer des maillages à toutes sortes de niveaux, puis c'est ça qui fait émerger les projets. Donc, ça, c'est en gros notre démarche, puis j'aurai le temps de vous parler plus tard de ce qu'on fait, puis si j'ai fait moins de 7 minutes. Parfait. Oui, merci beaucoup, Andréane. C'est en effet une bonne description des ingrédients clés là, de l'AgroLab, puis on pourra aller un petit peu plus loin juste après. Donc, je passerai la parole à ce point-ci à toi, Sylvie. Et là, c'est le temps de changer la diapo. Donc, à toi. Je viens d'ouvrir mon micro, puis je viens de partir mon timer aussi. Donc, je suis Sylvie Chamberlain, je suis co-directrice générale, comme le disait Laurence tout à l'heure. Puis moi, mon parcours est... j'entendais encore une fois, Andréane, je sais quand même, il y a quand même beaucoup d'éléments communs finalement quand on travaille dans les systèmes alimentaires, mais j'ai un profil de travail social où j'ai beaucoup exploré la mobilisation citoyenne, dans des postes d'agente de développement, agente de mobilisation citoyenne. Puis j'ai aussi un parcours en environnement
avec un bac en environnement où je me suis beaucoup intéressée à l'agriculture conventionnelle, les systèmes alimentaires, l'agriculture urbaine. Donc, je viens vraiment combiner là, ces deux chapeaux-là avec mon rôle au Carrefour solidaire. Puis, c'est pas, j'allais changer la diapo, mais c'est toi, alors, qui fait ça. Donc, aujourd'hui, je viens vous présenter là, un de nos programmes forts du Carrefour qui se nomme la carte proximité. Donc, la carte, c'est un programme de coupons nourriciers qui répond à deux objectifs, là, comme vous pouvez le voir sur la diapo, donc qui est vraiment de venir améliorer l'accès aux aliments frais, sains, locaux pour les personnes en situation d'insécurité alimentaire. Donc, c'est vraiment pour augmenter le pouvoir d'achat chez cette population-là et d'encourager l'approvisionnement local de préférence en circuit court. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on l'a dit fermière et solidaire. Donc, la carte, c'est une carte plastique, là, physique, sur laquelle on va ajouter un montant mensuellement pendant les mois du programme. En fait, c'est une carte qui est munie d'un code QR, puis qui va être utilisée comme mode de paiement auprès des marchands participants. Donc, je vous ai mis un petit peu là, les montants qui ont été déterminés là, pour le nombre de personnes. Puis c'est un pardon, c'est les organismes communautaires qui vont les distribuer. Puis donc on a tout un réseau là, d'organismes et de partenaires qui vont accepter la carte. Tu peux changer, Florence. Donc, cette année, en fait, c'était notre troisième année du programme annuel. Donc, on est dans 3 arrondissements à Montréal avec ce programme-là qui a été lancé grâce au programme financier du FIRM là, à Montréal. Puis, on a fait 6 années du programme saisonnier, donc de juillet à octobre. On est dans 13 arrondissements à Montréal. On est aussi depuis 4 années, je pense, à Laval, 2 ans en Outaouais, et c'était le premier essai en Estrie pour cette année. Donc, on regroupe là, un réseau de plus de 100 marchands. Donc, il peut s'agir d'épiceries solidaires, de marchés publics, publics et solidaires, mais ça peut aussi être des coopératives de producteurs, ça peut être d'autres types de marchands qui respectent des critères d'accréditation. Et puis, on a plus de 59, là, ce nombre-là varie d'une année à l'autre, là, mais c'est autour d'une soixantaine d'organismes communautaires qui vont distribuer la carte auprès de leurs participants. Donc, je vous ai mis, oui, tu peux y aller, Laurence, un peu là, la carte. Euh, montrer. Tu sais, on se disait, bon, on est dans un webinaire de maillage, mais c'est tout un réseau là, qui est derrière la carte proximité. Fait que c'est quand même difficile de pouvoir le mettre sur une carte, mais ça donne un peu une idée de où on est. Puis c'est sûr qu'il y a une très grande concentration à Montréal parce que c'est là qu'on l'a démarré, mais on voit quand même un intérêt assez grand dans les régions. Dans les différentes régions, en fait, qui commencent à se faire sentir, puis on offre de l'accompagnement là, pour que les régions puissent déployer ce type d'initiative-là. Tu peux y aller. Donc, justement, tu sais, quand on parle de maillage, pour nous, c'est aussi, tu sais, ça vient avec, oui, il y a, en fait, tu sais, ça combine finalement autant les partenaires qui sont des marchands, tu sais, qui ont un rôle d'accepter la carte, mais qui doivent aussi répondre à certains critères, justement, tu sais, d'améliorer son approvisionnement local. Donc, on vient vraiment faire un lien avec les circuits courts. Ensuite, on a un maillage qui est plus entre les participants et ces lieux-là où ils peuvent aller qui acceptent la carte. Donc, on voit qu'il y a tout un effet positif de personnes qui peuvent se rendre à des milieux qui n'étaient pas nécessairement destinés à eux, qui ne se sentaient pas nécessairement concernés par ces lieux-là, comme les marchés publics qui sont à plus grande échelle, volume, tu sais. Donc, ça vient vraiment faire un espèce de pont entre ces lieux-là publics. Ensuite de ça, ben, ça fait un lien
avec les producteurs, avec les agriculteurs. On a des kiosques à la ferme aussi qui acceptent la carte. Fait on voit qu'il y a une vraiment belle réceptivité des participants qui vont se déplacer directement, en fait, au kiosque à la ferme pour découvrir ce milieu-là. Fait qu'il y a vraiment un maillage aussi avec ces lieux-là. Puis, ben, chacun a son rôle à louer, puis là, à jouer, puis je voulais pas nécessairement vous lire là, les rôles, mais je voulais quand même représenter un peu que ben oui, il y a des maillages, mais ça vient avec des responsabilités, un rôle, puis chacun a une espèce de pierre angulaire là, qui vient. En fait, la pierre angulaire, c'est la carte proximité, mais chacun a une contribution à cette dynamique-là. Donc, voilà pour l'instant. J'ai vu qu'il y a une question, Laurent, j'ai répondu ou, ou Vas-y, on tu la veux, garde? vas-y. Ouais, on peut. Je vais Vas-y. Ben oui, pourquoi pas, vas-y maintenant. Oui, ben oui, en fait, ça, c'est ma finale. Mais oui, effectivement, là, on est en train de voir comment c'est notre prochaine étape de maillage qui est plus au niveau national, puis comment on peut réunir tous les acteurs qui ont ce type d'initiative-là, qui veulent avoir, tu sais, qui veulent créer une espèce de programme de coupons nourriciers pour le Québec. Donc, oui, certainement, là, il y a de plus en plus de maillage moi, je me suis fait arrêter par ma propre sonnée. Mais oui, on est sur des comités stratégiques là, communs. Ben merci Sylvie. Puis oui, on pourra y revenir. Puis je suis désolée si je vois pas les questions en ce moment avec le partage d'écran. Pour l'instant, je peux pas voir les questions dans le chat, mais merci d'avoir réagi. Et donc, ben merci beaucoup Sylvie. Puis là-dessus, je passerai la parole à Fatma pour son introduction, sa présentation des espaces CT. Oui, merci Laurence. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, je suis Fatma, la coordinatrice du projet Espace CT. Dans le fond, je suis docteur ingénieur en génie alimentaire et j'ai une expérience donc de plus de 12 ans dans la transformation alimentaire. Je suis toute neuve dans le domaine de communautaire depuis mai 2025 dans le cadre du réseau régional en alimentation communautaire en tant que chargée de projet en alimentation. On entame. Donc, c'est quoi le projet Espace CT? Les espaces collaboratifs de transformation alimentaire. Donc, c'est un projet régional qui vise à participer à la sécurité alimentaire pour tous dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comment? On passe à la mission. En valorisant des surplus agricoles régionaux directement dans le champ. Pourquoi? Afin de réduire le gaspillage alimentaire et participer à améliorer l'accessibilité, que ce soit physique ou économique, durant toute l'année à des aliments sains et nutritifs et locaux pour des personnes en situation de précarité. Le deuxième pilier de la mission du projet, c'est de essayer de stimuler l'économie sociale et solidaire en stimulant des ressources. Quand je parle de ressources, je parle des lieux de transformation, des équipements de transformation alimentaire, pourquoi pas des ressources humaines, entre autres des bénévoles, et d'autres ressources financières, tout en favorisant des partenariats communautaires et privés. Le projet Espace CT, c'est un projet régional qui a été lancé en 2021. C'est une initiative qui est née des réflexions du Comité régional de réflexion et d'action en sécurité alimentaire et du Comité cultivant et cuisinant du lac au fjord, renommé la CRASA CCLF. Et depuis avril 2025, le projet a été porté par le réseau régional de l'alimentation communautaire, le RAC, qui est un réseau régional constitué depuis octobre 2024 et qui vise à être un leader de l'alimentation au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je passe directement pour comment le projet Espace CT est un exemple d'initiative de maillage. Je vous présente l'écosystème. Moi, je l'appelle l'écosystème de soutien du projet et je vais profiter pour vous expliquer le flux de denrées dans le cadre du projet Espace CT et dans notre processus logistique. Comment fonctionne le projet? En fait, dans le fond, nous, on va aller chercher des dents dans les champs. Donc, on va contacter des producteurs ou les producteurs vont nous contacter pour partager avec nous leur surplus agricole.
Et donc, on est en contact avec pratiquement les producteurs qui ont participé au projet, comptent environ une dizaine dès le lancement du projet en 2021 et qui sont répartis donc sur tout le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc que ce soit dans le lac, dans les différents MRC, que ce soit l'MRC de Maria-Chapdelaine, dans le domaine du Roi, dans le lac Saint-Jean-Est et dans aussi la ville de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Saguenay-le-Fjord aussi. Pour la récupération de ces dons, on a fait affaire aussi avec d'autres organismes communautaires tels que les Butineurs, qui est un organisme qui s'occupe des activités de glanage dans les champs agricoles aussi. Une fois, donc, les denrées ont été collectées des champs, on va les transporter directement à ce qu'on appelle des cuisines. Et c'est ça, les cuisines collaboratives de transformation alimentaire. Pourquoi des espaces collaboratifs de transformation alimentaire? Ben, en fait, le projet, il n'a pas un espace de transformation dédié au projet. On est vraiment dans un contexte de mutualisation des espaces de transformation alimentaire partout dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et jusqu'à présent, on a deux espaces permanents de transformation, qui est l'espace de transformation à Dolbeau, qui fait partie de l'organisme Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et la deuxième cuisine permanente, c'est la salsa cuisine à Roberval, qui fait partie de l'organisme CIP-DDR, le service d'intervention de proximité au domaine du Roi. Et donc, on a eu aussi la chance d'avoir deux cuisines ponctuelles pendant les 2 dernières saisons, qui est la cuisine qui fait partie du centre d'activité bénévole et d'entraide à Jonquière, et la participation aussi de la cuisine donc, du cégep de Chicoutimi, celle du parcours de transformation et de diététique et de transformation alimentaire. Une fois transformées, les denrées vont être distribuées. Une partie, donc, dans l'entente avec les espaces de transformation, une partie de la cuisine a le droit donc, de conserver 60% des denrées qui vont être transformées. Et le projet, il va récupérer 40% des denrées transformées qui vont être disponibles à la vente. Juste pour votre information, donc actuellement, le projet, quand on parle de la transformation, on est en train vraiment de préparer des légumes congelés pour le moment uniquement. On est juste à la première transformation pour le moment. Donc, une fois transformé, donc le produit, il va garder 40% de ces denrées qui vont être disponibles à la vente. Et donc, dans notre réseau de vente, donc les clients prioritaires sont les épiceries communautaires comme la recette à Chicoutimi, le garde-manger à Dolbeau, ça le marché à Roberval. Mais on a aussi d'autres clients qui soutiennent le projet comme certains CPE, le CIUS, donc l'hôpital de Jonquière, l'hôpital de Chicoutimi aussi, et la congrégation du Bon Conseil qui soutient le projet par l'achat de nos produits congelés. Ça, par rapport vraiment à l'opérationnalisation du projet. Ce projet, pour le financement et l'accompagnement, en fait, ce projet est financé actuellement dans le cadre de l'entente sectorielle. L'entente sectorielle, c'est une enveloppe régionale dont l'objectif est de financer les initiatives régionales structurantes. Et pour l'accompagnement, donc quand je parle de l'accompagnement, c'est soit dans le cadre vraiment de la concertation ou soit dans le cadre de la concertation principalement. Donc, on a des partenaires, que ce soit le CIUS, la table agro, qui siègent au sein de notre comité des partenaires, Alliance 02 et SOR 02 pour l'étude du modèle économique et social, de la viabilité surtout de l'étude économique, du modèle économique et social du projet, Boré, le CIP, DDR et Promotion Saguenay, et plein d'autres partenaires donc, qui aident vraiment à la réalisation et à la continuité de ce projet. Donc, je pense que j'ai continué. Merci à vous tous. Et je suis prête donc à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fatma. Ça me fait plaisir de
d'enlever cet écran, comme ça je vois vos visages. Ben, merci beaucoup. Puis, tu sais, l'idée, c'était de pouvoir vous entendre sur vos initiatives. Puis, comme on parle de maillage aujourd'hui, puis on l'a bien vu avec vos présentations, chacune de vos initiatives implique vraiment beaucoup de partenaires. C'est nécessaire, c'est à la fois la force, puis ça peut aussi représenter et venir avec certains défis. Puis d'ailleurs, pendant la démarche d'identification des maillages avec le groupe de travail, on a discuté de plusieurs de ces défis-là liés aux collaborations intersectorielles, que ce soit sur le plan sur le plan financier, sur le plan relationnel et humain, puis aussi sur le plan de la gouvernance. Euh, Fait que pour la prochaine question, puis juste faire attention à vos micros, à bien les garder fermés, chers participants et participantes. Ben, dans le fond, pour la prochaine question, on voulait explorer un petit peu plus justement un de ces défis-là que vous avez rencontrés dans votre parcours, dans votre expérience au sein de avec votre initiative. Puis aussi, ben, peut-être une bonne pratique ou une piste d'action ou quelque chose à partager qui vous a permis là, ou qui vous permet encore de vivre avec ce défi-là. Donc, je ne sais pas si l'une de vous avait envie de commencer pour cette deuxième question. Andréane, on repart avec toi. Je peux y aller. Super. Ben, c'est sûr que nous, un des défis, c'est qu'on gère beaucoup d'argent. La question a été posée, d'ailleurs, je ne sais pas si ça a été vu par tout le monde, mais comment c'était financé. Donc, pour l'instant, l'argent vient du Fonds Signature Innovation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et le fait de travailler en collaboration intersectorielle, ça demande énormément de confiance. Puis non seulement on travaille avec beaucoup d'argent, mais on travaille en innovation. Euh, les projets, je n'ai pas eu le temps là, de rentrer dans le détail, mais on a une monnaie locale, une plateforme de développement agroforestière. On a beaucoup de situations d'incertitude, de dire, OK, on met plein d'argent dans quelque chose qui n'est pas assuré. Donc, il a vraiment fallu travailler sur le lien de confiance à tous les niveaux. Le lien de confiance entre les collaborateurs, entre les membres du comité directeur, le lien de confiance avec les porteurs de projets aussi, puis le lien de confiance entre le comité directeur et le conseil des maires. On est une MRC, c'est de l'argent public qu'on gère, donc il faut qu'on le gère de façon intelligente, rigoureuse. Et en même temps, de dire, ben, est-ce qu'on peut essayer des choses? Puis, ce qui nous a aidé là-dedans, de deux choses l'une. Une des choses, c'est que comme c'est un laboratoire vivant, on s'est dit qu'on mise sur le processus, sur l'apprentissage, plutôt que sur les résultats. On s'entend, on veut avoir des résultats positifs, c'est le fun, mais des fois, l'apprentissage, puis le fait de dire, OK, si on l'a essayé, puis c'était peut-être pas la meilleure façon de le faire, mais on a appris, puis si jamais il y aurait quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, un certain Jean-Philippe Fournier qui voudrait partir des paniers solidaires, je dis ça par hasard, ben on a appris des choses, puis ben, nous, ça donne que ça marche, on a des données qu'on a collectées qu'on peut partager. Donc, la collecte de données, quand même rigoureuse, ça, je pense que c'est un des facteurs de protection. Puis l'autre, c'est l'énorme lien de confiance entre toutes les parties impliquées. Puis pour ça, il y a eu beaucoup, beaucoup d'énergie qui a été mise sur les relations. Oui, on suit vraiment des processus rigoureux et tout ça, mais prendre le temps de se demander comment ça va, qu'est-ce qui se passe. On s'est rendu compte, les porteurs de projets, ils emmènent large. C'est gros. Ben, quand je disais qu'on fait des 5 à 7 à tous les 2 mois, ben, ces 5 à 7-là, oui, c'est dire comment ton projet avance, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui se passe, mais c'est aussi, OK, tu as adopté un enfant ce mois-ci. OK, c'est pour ça que c'était long de répondre. Ah, il s'est passé tel truc. Vous avez perdu 3 employés dans votre organisme.
d'accord, ça explique des choses, puis ça permet de garder quand même un filet de sécurité pour savoir, ben, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en train de complètement partir dans le champ ou non, non, c'est juste un petit accident de parcours, puis tout va bien. Et ça, je pense que ça donne la confiance pour avancer. Puis je pense que c'est là que le maillage vient jouer de façon vraiment, vraiment importante. Ça nourrit la possibilité d'innover justement dans un cadre qui est suffisamment sécurisant, que souvent les modes de financement habituels, souvent on donne 80 d'un montant au début d'un projet, on ne se reparle pas pendant 2 ans, on fait une reddition de compte à la fin. Ben là, c'est pas ça. Puis même nos versements sont un peu différents. Euh, on fait plus de versements justement pour suivre le processus et pour donner l'occasion au projet de se réorienter si jamais c'est nécessaire. Donc, je pense que ça, c'est comme un défi, mais qu'on contrebalance avec vraiment des garde-fous suffisamment importants pour qu'on avance en confiance à petits pas. Merci. Merci, Andréane. Il y avait beaucoup d'éléments là-dedans, hyper intéressants puis connectés, parce que ça me fait penser à un autre élément qui est ressorti dans le guide, c'était l'importance de, ben, on le sait, une certaine stabilité au niveau de la coordination ou de la co-coordination d'une démarche comme ça, parce que ce que tu parles de créer ces liens-là, ça se fait dans le temps. Puis ça, évidemment, on le sait que dans notre milieu, il peut y avoir un certain roulement ou des grands changements. Puis ben, c'est sûr que ça vient jouer aussi sur ces éléments-là. Puis même chose pour la collecte des données, c'est important pour notre argumentaire, mais c'est important aussi pour pouvoir suivre l'historique d'une démarche quand peut-être on arrive dans une démarche comme Fatma, t'es arrivé récemment, ben, quand on a de la donnée ou quand on a des informations sur l'historique de la démarche, puis des liens, c'est sûr que il n'y a rien comme les vivre pour les comprendre, là, mais ça peut aider. Merci beaucoup, Andréane. Sylvie, est-ce que tu voulais poursuivre? Oui, je peux y aller. Dans le fond, nous, c'est sûr que, tu sais, à la base, un des défis qu'on a rencontrés, c'est que ben, c'est ça. À la base, on est un organisme communautaire qui est local, donc qui avons parti un projet régional. Fait que, tu sais, comme c'était quand même une tâche, je dirais, colossale là, de déployer la carte proximité en contexte de pandémie où tout le monde était un petit peu ben, surchargé aussi, mais on a vu une réponse vraiment rapide des partenaires. Mais tu sais, ça reste que la crédibilité, tu sais, de mener un projet régional, d'aller chercher les acteurs, de faire du démarchage, ben, tu sais, toute l'importance d'avoir des données probantes, c'est certain que nous aussi, on l'a rencontré. Puis c'est une des raisons pour laquelle aussi on est allé, on a vraiment adopté une posture d'apprenante dès le départ, puis tu sais, d'avoir un projet assez solide, mais de continuer d'appliquer des modifications en cours de route, puis d'être à l'écoute de ce que nos partenaires nous disent, puis d'être à l'écoute de ce que les participants vivent aussi sur le terrain. Fait que ça nous a... fait que c'est ça, c'est des défis finalement, tu sais, qui peuvent être opérationnels, là, parce que des fois, OK, oui, au départ, c'était juste les produits locaux, de légumes, etc., entiers. Ben là, quand tu arrives devant le marchand, puis tes tomates qui venaient du Mexique, qui n'étaient pas identifiées du Mexique, tu dois les payer. Tu sais, comme ça amène des défis qui doivent avoir une prise de décision après ça, tu sais, pour avoir un portrait un peu plus global de qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Fait que je dirais que d'être à l'écoute, c'était vraiment super important pour nous dès le départ, puis ça l'est encore, là. Euh, Fait que, ouais, d'avancer au rythme que les organismes puis les marchands aussi avancent, là. Fait que, tu sais, ça, c'est un gros défi parce qu'on est poussé par les bailleurs de fonds, on est poussé aussi par à atteindre des objectifs, tu sais, à livrer quelque chose. On a appliqué sur des subventions, puis je sais pas, je sais pas si la question concernait aussi la carte, mais tu sais, au départ, ça a été financé par la DRSP. Nous, la carte proximité. Donc, tu
tu sais, on a des exigences, ça vient avec du financement, avec des projets qui sont, tu sais, qui doivent avoir des indicateurs. Donc, je vais switcher pour les, les bons coups, peut-être, là. Mais, tu sais, en fait, c'est ça, c'est que tous ces défis-là, ils n'ont pas de solution, là. Il y a des solutions, c'est juste qu'il faut les considérer. Mais nous, justement, tu sais, d'aller se doter d'une espèce d'entourage, puis tu sais, d'un comité aviseur, ça a été vraiment super important pour nous parce que on n'est pas expert de tous les milieux, on a une expertise en sécurité alimentaire, puis on a aussi on porte un chapeau là, effectivement, tu sais, d'épicerie solidaire ou d'économie sociale, mais notre modèle est pas nécessairement le modèle que tout le monde a à Montréal. Fait que, tu sais, il fallait qu'on ait une espèce de comité aviseur de d'autres marchés, de d'autres organismes communautaires qui distribuent pour avoir cette espèce d'écho-là de ce qui se passe sur le terrain. Puis aussi, on est allé, tu sais, dès le début du projet, on avait un gros volet d'évaluation avec Geneviève Mercil là, qui nous a permis justement de voir où on avait des angles morts et d'appliquer des recommandations qui ont été émises là, dans ce rapport-là. Fait que, tu sais, vraiment d'avoir une posture d'apprenante, c'est un défi, mais c'est aussi une espèce de bon coup parce que ça nous permet d'avoir cette espèce d'agilité-là, puis d'aller un peu, ouais, d'aller compléter les angles morts, finalement, à la lumière de ce que le monde nous dit, de nos partenaires. Puis, qu'est-ce que j'avais dit que je dirais d'autre à ce stade-là? Ben oui, l'autre chose, l'autre chose, en fait, qu'est-ce qu'on a appris, c'est d'être transparent des décisions qui sont prises par le comité aviseur ou par les équipes. Tu sais, comme quand on est motivé à appliquer une modification, en fait, ben ça vient avec des résultats, ça vient avec des recommandations. Tu sais, c'est pas que nous. Fait que quand je disais que, tu sais, de bâtir la crédibilité, c'est aussi ça, tu sais, c'est de dire, ah, OK, oui, on a eu c'est d'avoir cette espèce de capacité d'être un miroir des décisions qui sont prises. Puis ça, ben, on le fait pas nécessairement dès le départ, comme on était un organisme local, comme on était dans cette posture-là où il faut livrer, mais ça, c'est quelque chose qu'on a appris au fur et à mesure là, ah oui, OK, il faut être un peu plus transparent parce que c'est baqué, ces décisions-là. C'est pas juste Sylvie Chandraman qui a décidé quelque chose. C'est vraiment le reflet de qu'est-ce qui s'est passé, puis des évaluations, des sondages, etc. Fait que fait qu'on on est encore dans cet apprentissage-là aussi là, de mieux livrer nos bilans, par exemple, on est encore là-dedans parce que ben, c'est ça, on reste dans notre posture d'apprenant finalement, là. Oui, c'est ça Merci. que j'avais, je pense. Merci, Sylvie. C'est super riche aussi. Puis, il y a déjà plusieurs questions qu'on va prendre juste après, mais on veut t'entendre, Fatma, sur un des défis ou peut-être quelques défis là, que vous vivez, puis vos pistes d'action aussi. Donc, à ton tour. Oui, merci. Bah, en fait, on vit la même situation que les autres, donc au BNL ou les entreprises d'économie sociale d'une façon générale. Ce que j'ai choisi, c'est vraiment un défi d'ordre opérationnel dans le cadre de Espace CT. Donc, c'est la complexité de la coordination, que ce soit entre depuis vraiment aller collecter, aller récupérer les dents, jusqu'à la distribution vraiment des produits qui ont été déjà transformés. Donc, c'était pas facile du tout parce que d'une part, on n'a pas vraiment une stabilité ou une prévision sur les dents qui vont être qui vont être données, que ce soit sur le plan du timing, le quand ou combien de quantités. Donc, c'est vraiment une gestion ponctuelle en fonction du besoin. Donc, que ce soit après, avec une coordination après, avec les cuisines de transformation en fonction de leur capacité de transformation.
Et ce que je dirais toujours, c'est que je m'alimente de mon expérience dans l'industrie de transformation alimentaire et surtout dans les entreprises qui adoptent une démarche qualité qu'on appelle la démarche A7. C'est qu'il y a toujours ce qu'on appelle des CCP, des Critical Control Points. Donc, dans le projet Espace CT, on a en fait des points critiques de coordination. Donc, c'est ça. Donc, tout au long de la chaîne de traitement, tout au long du processus logistique, il y a toujours ces points critiques de coordination et qu'il faut bien gérer. Donc, le mot magique que je disais tout le temps, c'est vraiment agilité, flexibilité. Ben, il faut vraiment donc être agile et être flexible et agir surtout d'une manière ponctuelle. Essayer d'être proactif, oui, c'est pas très évident dans le cadre de notre projet, mais c'est surtout la recherche des solutions ponctuelles donc qui vont répondre aux besoins que ce soit des producteurs, des espaces de transformation ou aussi de nos clients donc qui s'approvisionnent de chez nous. Bon, pour la solution, bah, je vais vous proposer deux solutions qui ont été établies. La première solution, c'est vraiment établir ou mettre à jour ou mettre en place des procédures. Donc, ça nous a franchement aidé, au moins entre équipes pour s'en sortir, pour répondre à besoin de tout le monde. Et la deuxième solution qui est en cours de test, c'est le recours à un outil technologique. C'est très important. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir un outil technologique à qui tous les partenaires du projet, depuis l'amont de la chaîne jusqu'à vraiment la clôture de la chaîne de valeur, que tous les partenaires soient présents et avoir accès à un outil technologique qui va nous permettre la coordination, qui va nous permettre la traçabilité de la chaîne des denrées, qui va nous permettre par la suite surtout le reporting donc toutes les données. Parce que c'est un grand défi aussi, l'accès à des informations dans un contexte collectif. Et c'est très important d'essayer de centraliser ces informations-là pour pouvoir par la suite les partager en toute transparence. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment le grand défi chez nous pour Espace TT. Merci, Fatma. Est-ce que cet outil-là, c'est quelque chose que vous avez créé vous-même ou est-ce que c'est un outil que vous pouvez partager éventuellement? Oui, bah pour le moment, je suis en train vraiment de, comment dirais-je, de faire le test. Oui, bah je peux partager. Actuellement, je suis en train d'évaluer Toucan comme outil technologique de partage. OK. C'est toujours en cours de test et on verra Oui, je comprends qu'il y a comment ça va venir. une phase test, là, une phase projet pilote pour voir si ça Oui, convient exactement. aux besoins. OK. Ben merci beaucoup pour vos partages. J'ai comme le goût, on avait une troisième question, mais il y a plusieurs questions dans la conversation, dans le bloc de questions-réponses. Fait que j'ai le goût de vous les poser. Plusieurs d'entre elles sont ciblées. Fait que peut-être qu'on peut y aller avec une première question. Pour toi, Fatma, tu mentionnais que 40% des données transformées sont vendues. La question, c'est est-ce que le projet est profitable et est-ce que le soutien financier est basé en majorité par des subventions? Et moi, j'ai peut-être une sous-question. Je me suis demandé au niveau du glanage ou des produits agricoles que vous récupérez, est-ce qu'il y aurait une possibilité d'éventuellement rémunérer les producteurs agricoles pour les produits? Parce qu'on le sait que c'est souvent un enjeu là, aussi du côté des producteurs agricoles quand même d'être justement rémunérés. Donc, il y a peut-être deux questions. Le micro était fermé. Ah oui, je vais commencer par ta question par rapport à la rétribution des producteurs. Bah, actuellement, pratiquement 100% pour cette saison des récupérations des dons passe par Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, les producteurs ont le privilège vraiment d'avoir un reçu de charité en échange avec la quantité donc des denrées qu'ils vont donner. Mais on est en train de voir la possibilité aussi d'achat à coût nul, donc les surplus de la récolte de chez eux, mais c'est vraiment en cours de réflexion. Pour la question est-ce que le projet est profitable? Bah, honnêtement, jusqu'à présent, non, pas encore.
Et si le soutien financier, oui, c'est majoritairement, ça reste toujours des subventions. Oui, c'est bien, j'ai mentionné que 40% des denrées sont vendues, mais ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que plus que 80% des surplus sont redistribués directement à l'État frais dans les paniers d'aide alimentaire à travers les organismes membres de Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui nourrit aussi notre mission sociale. Bah, dans nos projets, on a deux volets. On a le volet social et on a le volet commercial qui est en cours de développement. OK, super, merci pour ces précisions. Andréane, de ton côté, ben, tu as répondu directement aux questions dans le bloc, mais je me dis pour le bénéfice de tous et toutes, peut-être, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à la méthode ou aux critères de sélection là, pour les projets qui participent à l'AgroLab ou encore pour les sources de financement là, aussi de l'AgroLab? Ben, je vais résumer rapidement Oui, ce que j'ai répondu parce que c'est probablement pas tout le monde qui l'a lu. En ce moment, pour la suite des choses, on est financé par le Fonds de région ruralité, le projet Signature Innovation. Euh, on envisage facilement une pérennité au niveau de la démarche de l'AgroLab. Tout ce qui est co-création de projet, suivi, documentation, c'est pas trop un enjeu parce que c'est essentiellement fait par une employée de la MRC qui a un poste permanent. Ça aide, c'est quand même sécurisant. Et d'un autre côté, les rassemblements annuels, ça coûte honnêtement vraiment pas si cher parce qu'on fait affaire avec des organismes locaux, on a tout plein de créativité pour faire beaucoup avec peu. C'est sûr que financer les projets, on n'aura pas 1 million de dollars qui va nous tomber du ciel régulièrement. Par contre, on documente beaucoup, puis on s'assure d'avoir des bonnes façons de monter les projets. Donc, on se dit, si jamais on ne peut pas aller rechercher dans les budgets MRC un montant d'argent pour ça, on va probablement pouvoir quand même offrir de l'accompagnement pour de la recherche de financement pour des projets qui ont été bien montés avec beaucoup de partenaires. Donc, on pourrait avoir une espèce de voie de contournement comme ça. Et justement, nos critères de sélection pour les projets de l'AgroLab, on a tout un processus pour monter les projets. Puis j'ai mis dans les questions-réponses, j'ai mis le lien vers la page AgroLab où tous nos documents sont. On a un canevas de projet que chaque personne qui a une idée, on l'invite à remplir. L'idée, c'est d'aller rapidement expliquer c'est quoi leur projet sans que ces gens-là passent 30 heures à remplir un formulaire de demande, puis que rapidement on puisse faire, OK, est-ce que ça a de l'allure dans notre démarche ou pas? Est-ce qu'on a des questions? Et de diriger cette personne-là vers les bons partenaires, parce ce qu'on veut absolument éviter, c'est que deux projets très, très semblables nous soient déposés, puis là, il faut choisir le meilleur entre les deux. Ce qu'on veut, c'est que ces gens-là, ensemble, dépose le meilleur projet. Donc, ça demande du temps à monter, ça demande de l'accompagnement. Moi, je peux accompagner les projets qui sont montés. Et une fois que ça c'est fait, il y a un formulaire et tous les projets sont évalués par l'ensemble du comité directeur. Donc, un comité multisectoriel qui peut vraiment donner une vision large sur les projets et un très, très bon projet qui aurait quelques enjeux qu'on fait comme ça, c'est pas recevable pour telle raison, ben, on peut renvoyer les porteurs, faire leur devoir, puis dire ben, ce serait acceptable de telle façon, là, ça ne l'est pas. Donc, il y a beaucoup d'échanges. Et ultimement, au niveau décisionnel, c'est le conseil des maires. Quand c'est rendu devant eux, ben là, on n'a plus rien à dire. Donc, c'est ça tout notre processus de sélection. Puis, on a une grille de critères, évidemment. super, merci Andréane. Puis ça parle encore une fois de l'aspect innovant et agile et adaptatif de vos initiatives qui sont vraiment importants. Une question ou peut-être deux en un pour toi, Sylvie. Je sais que c'est une question qui revient à chaque fois ou presque on parle de la carte proximité ou des coupons nourriciers. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là, sur le... puis
t'as commencé à en parler, mais sur la façon de financer la valeur, le montant des cartes. Mm. Puis il y a aussi une autre question de Maria du réseau des fermiers et fermières de famille, là, pour savoir s'il y a des synergies entre la carte proximité et les coupons nourriciers de l'Association des marchés publics du Québec. Oui. Ben en fait, c'est ça, c'est que puis, tu sais, ça reste un défi, là, le financement de ce type d'initiative-là qui encourage le pouvoir d'achat. Donc, on a eu le financement de la DRSP pour démarrer. Présentement, on a un financement de l'Agence de santé publique du Canada, donc au niveau fédéral pour les cartes. On a aussi un financement de la Fondation Maple Leaf qui finance ça. On a un financement de la Ville de Montréal aussi avec le Mesville pour l'argent sur les cartes. Et j'en oublie peut-être. Donc, en ce moment, c'est ce qu'on a, mais on a eu le FIRM, on a eu la Fondation Chagnon qui a financé l'étude, plus une petite partie sur les cartes qui faisait partie de l'étude. Tu sais, comme, il faut être créatif, là. Je vous le cacherai pas parce que, puis tu sais, ça reste un défi pour l'organisme porteur parce qu'on veut pas remettre cette charge-là vers les organismes distributeurs ou les marchands. Fait que c'est quand même une charge. Puis ce qui m'amène à glisser vers peut-être l'autre question. On est dans une démarche en ce moment, tu sais, on s'est rapidement rendu compte que pour être viable avec un projet comme des coupons nourriciers, comme la carte proximité, ben il fallait avoir une démarche de pérennisation. Puis dans cette démarche-là, la mise à l'échelle en fait partie. Donc, on vise à avoir un espèce de projet collectif à l'échelle du Québec qui serait financé soit par une mesure gouvernementale ou tu sais on étudie en ce moment plusieurs stratégies de financement puis encore une fois là on va chercher de l'accompagnement pour cette évaluation de mise à l'échelle là. Puis, tu sais, tantôt, je l'ai abordé rapidement. Tu sais, on veut, en fait, c'est pas fait encore, mais on est dans une démarche où le maillage va à une autre échelle, là, justement. Puis, tu sais, si on veut, tu sais, en tout cas, avoir une option pour le Québec, si je peux dire, ben c'est sûr que ça prend plusieurs acteurs. Puis, c'est sûr que, tu sais, avec la MPQ, on a essayé on est déjà partenaire sur différentes choses. Puis là, on aimerait ça, tu sais, créer une espèce de comité stratégique là, pour ce projet-là. Puis, tu sais, eux, ils ont fait un projet cette année vraiment fabuleux là, à Portneuf, au Bas-Saint-Laurent aussi. Fait que, tu sais, comme tous ces projets pilotes-là, fait en sorte que ça alimente un peu les données probantes, le plaidoyer. Tu sais, ça fait en sorte que c'est sous la bannière des coupons nourriciers. Fait que oui, c'est certainement là, c'est dans il n'y a pas de raison il y a pas de raison finalement qu'il n'y ait pas un programme là, pour le Québec, mais il y a des choses il y a beaucoup, beaucoup de pain sur la planche là, dans cette étape-là. Merci. Puis ça nous amenait aussi vers la troisième question qu'on voulait se poser ensemble, c'était de vous entendre un petit peu sur justement ces perspectives-là de ce qui s'en vient pour vos initiatives ou ce que vous souhaitez, que ce soit la mise à l'échelle d'une façon ou d'une autre ou autre chose. Fait que Sylvie, tu viens un petit peu d'y répondre aussi. Fatima, Andréane, si vous souhaitiez ajouter quelque chose par rapport à vos perspectives là-dessus. Puis, il nous reste environ là, un genre de 4-5 minutes là, pour répondre à ça, puis voir si on a le temps aussi peut-être pour une dernière question, si jamais dans les participantes, vous voulez partager une question dans le bloc ou en levant votre main, là, on aura peut-être le temps. Fatma ou Andréane, est-ce que vous vouliez parler de vos perspectives? Oui, je pourrais commencer. Super. Super. Bah, comme je l'avais déjà évoqué, donc actuellement, on est en train vraiment d'évaluer le modèle d'affaires du projet Espace CT, dans l'objectif vraiment d'avoir un modèle qui sera économique et social viable et qui va nous permettre vraiment de sécuriser une partie des financements. C'est vrai, on est en train de transformer 40%, mais pour votre information, depuis donc son lancement, le projet a sauvé
presque 90 tonnes de légumes, mais le projet il n'avait pas vraiment les capacités de toutes les transformer. Vu qu'on opère vraiment dans des petites cuisines. Et c'est de ce défi-là que on a réfléchi vraiment à aller chercher des partenariats donc avec des entreprises privées pour pouvoir donc améliorer nos capacités de transformation et pouvoir par la suite donc rétribuer les producteurs et pouvoir financer donc d'autres actions pour le projet. C'est vraiment c'est vraiment actuellement ce qu'on est en train de faire et donc c'est un grand défi aussi pour le projet et pour tous les projets d'économie sociale. Heureusement qu'on est vraiment bien appuyé avec nos partenaires de Essor 02. Donc qui nous accompagnent pour établir ce modèle. Et ben, espérons que ce modèle, ça sera viable. Bon, de toute façon, on va essayer vraiment d'évaluer dans différents modèles hybrides. C'est sûr qu'il existe des OBNL qui sont en train de créer des sources de revenus autonomes pour assurer donc une partie de leur financement. On va aller dans la même direction et on va essayer vraiment de creuser davantage et voir d'une façon innovante et créative aussi. Donc, un modèle d'affaires qui sera viable et qui sera aussi réplicable par la suite, qu'on pourra partager avec avec toute la communauté pour pouvoir le répliquer dans d'autres régions. Super, merci beaucoup, Fatma. Andréane? Oui, je vais y aller rapidement. Nous, on est dans un processus d'évaluation en ce moment, autant à l'interne pour améliorer nos processus que de voir aussi si une autre région, un autre territoire voulait se partir un agrolab. Nous, on a l'agrolab Petite Nation, mais il y a de la place pour des agrolabs de partout. Donc, qu'est-ce qui serait essentiel? Qu'est-ce qui serait c'est quoi les structures cruciales pour que ça fonctionne? On a beaucoup d'idées, mais on est vraiment dans le processus d'évaluer pour s'assurer que si quelqu'un d'autre voulait, un autre groupe évidemment, ce n'est pas la chose d'une seule personne, voulait aller de l'avant, ben, qu'on pourrait faire un certain accompagnement aussi pour dire, ben, regardez, nos facteurs de succès, les voilà, puis aller faire mieux que nous. Donc, on est très ouvert aussi à collaborer avec d'autres qui voudraient partir une démarche similaire. Et autant qu'on réseaute et qu'on maille à l'interne, ben, je pense qu'il y a vraiment un intérêt à réseauter et à mailler à l'externe pour apprendre à la grandeur des territoires et aller de l'avant collectivement pour tous s'améliorer ensemble. On dirait que ça fait un très beau, une très belle conclusion, Andréane. On ne pense pas qu'il y a de modèle qui fit à tout le monde. Tout le monde a ses trajectoires, mais en même temps, il y a des pistes de solutions, des initiatives comme les vôtres qui sont structurantes pour le territoire. Puis, vous m'avez permis de dire que si les participants ou les gens souhaitent en savoir un petit peu plus ou creuser certains aspects avec vous, elles peuvent vous contacter. Donc, je le dis là. Puis, j'en profite. Pour vraiment vous remercier d'avoir partagé avec nous là, vos expériences très, très riches aujourd'hui. Puis, on sent que c'est en marche. On va suivre vos initiatives. Je vous invite les participants à aller voir les sites web de chacune de ces initiatives-là, puis à rester en contact aussi avec le Forum SAT si vous le souhaitez, là, où on partage souvent des initiatives comme celle-là. Puis ben, je vous remercie donc Sylvie, Fatma et Andréane, aussi à tout le monde qui a été là aujourd'hui. Puis je remercie une autre fois le MEIE qui a appuyé cette démarche. Comme je l'ai dit, vous savez où nous trouver sur forumsat.org. Et puis à moins que vous ayez un petit quelque chose d'autre à dire, je vous dirais que c'est le mot de la fin, mais je pense, oui, on avait bien fait le tour. Donc, encore une fois, merci. Et puis, bon après-midi à tout le monde. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci pour toute l'équipe.